Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Allez, le débrief de l'actualité ce matin, Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous au 0826 300 300. C'est toujours très intéressant dans ce moment parce que évidemment, il y a des dialogues, il y a des échanges comme hier matin par exemple avec, c'était Françoise de Gois, Robert Ménard et beaucoup d'auditeurs et il y avait de dialogue et du débat. Revenons quand même d'un mot sur ce qui s'est passé hier soir. Cette reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. On a entendu la chronique tout à l'heure Éric Revel d'Elisabeth Lévy qui dit oui. Elisabeth avait finalement un peu de mal à se déterminer en disant non, vous dites quand même. Je suis contre je résume, je suis contre la décision, mais si vous voulez, je pense qu'elle pêche surtout par naïveté, c'est neuneux, si vous voulez, de croire au Père Noël, et je suis contre, ça c'est là où j'ai changé, l'interdiction des drapeaux, pour des raisons de liberté. Sur cette reconnaissance, tout d'abord, Éric. Alors j'ai relu le discours du président à l'ONU. Alors l'anaphore, le temps est venu. Alors moi j'ai ma petite phrase passe-partout, mais je la trouve pas mal. Moi je dis il faut quand même donner une chance à la paix. Voilà, je commence comme ça. Je dis il faut quand même donner une chance à la paix. Alors, le problème, et je pense qu'Elisabeth avait raison, quand vous voyez l'horreur qu'a vécu Israël le 7 octobre, le pogrom, est-ce que vous imaginez un seul instant que la génération actuelle, Elisabeth l'a souligné, est-ce que vous imaginez un seul instant que la génération actuelle israélienne, quel que soit son bord politique, va admettre la création à sa frontière d'un État palestinien qui aurait par exemple une armée? Dans son discours, le président de la République dit son accroche chez Mahmoud Abbas, le vieux dirigeant de l'OLP. Mais attendez, Mahmoud Abbas, il est out of Africa. Il a été battu, entre guillemets, dans les urnes par le Hamas. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu d'élection à Gaza. Donc en fait, si j'osais, parce que c'est pas drôle, je dirais que Emmanuel Macron a mis la charia avant l'hébreu. Vous voyez, il a mis la charia avant l'hébreu. C'est-à-dire que ça part peut-être d'une bonne intention, mais c'est infaisable. D'ailleurs, dans son discours lui-même, il est totalement contradictoire. Juste, je voulais terminer. Il dit, par exemple, le président de la République, le Hamas a été vaincu sur le plan militaire, d'accord? Puis ensuite, il dit, Mahmoud Abbas a affirmé son soutien au désarmement du Hamas. Mais alors, attendez, s'il a été vaincu sur le plan militaire, il n'y a pas besoin de désarmer le Hamas. Donc, il y a tout et n'importe quoi. Franchement, là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Elisabeth. Il y a un peu tout, n'importe quoi. On distribue de la compassion à tire-larigot pour les otages, pour les Palestiniens, tout à fait. Mais là-dessus, il est évident que même si vous avez vaincu, en réalité, depuis un an, il n'y a pas eu énormément de progrès. Vous l'avez vaincu autant qu'on peut le vaincre, parce que bien entendu, non mais vous n'arriverez jamais. Dès que vous en tuez un, il en pousse 10. Donc évidemment qu'il faut un désarmement. Mais bon, moi je voulais juste dire que, si vous voulez, le problème, c'est qu'en plus, c'est pas comme si on avait vu des milliers de Palestiniens ou des millions de Palestiniens dénoncer les massacres du 7 octobre. C'est pas comme si les pro-palestiniens ici ne défilaient pas toute la journée en disant from the river to the sea, c'est-à-dire sans un État juif dans l'affaire. Donc, cette histoire de deux États, c'est... Tiens, on va aller au 0826 300 300, puisque évidemment, il y a des appels et des réactions. On va voir s'ils sont du même avis que vous ou pas. C'est Jean-Pierre de Chatou qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre. Chroniqueur, bonjour. Alors Jean-Pierre, qu'en pensez-vous, cette reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron hier à la tribune de l'ONU? Je pense que c'est un bon début. Et si on fait rien, on peut rester là et puis regarder ce qui se passe et puis ne rien faire. Au moins, on essaie de faire quelque chose. La reconnaissance de l'État palestinien, ça fait des années qu'on en parle. De toute façon, on sait très bien que ça passera par là. Et maintenant, il faut asseoir tout le monde autour de la table. C'est pas juste les Américains, l'ONU. Il faut mettre la Ligue arabe devant sa responsabilité. Il faut mettre tous les pays devant leurs responsabilités. On crée un État palestinien. On met une force ONU pour maintenir l'ordre et pour essayer de faire les choses correctement. Alors oui, j'entends, il met la charrue avant les bœufs, mais c'est facile. Si on fait rien, il se passera jamais rien. À un moment, il faut prendre des décisions. Macron a pris la décision. Et bien qu'il en advienne, oui, le 7 octobre, ça a été terrible. Ça a été désastreux pour le monde. Mais ce que fait Netanyahou, c'est aussi terrible et c'est aussi désastreux. On peut pas avoir deux discours. Un envers Poutine ferme, imposer des choses et ne rien faire contre Netanyahou. Le problème, il est là.
Non mais ça s'entend parce que évidemment il y a des massacres et puis il y a des civils qui sont tués évidemment comme je vous l'ai dit, le Elisabeth. 7 octobre, c'est pas une question de nombre de victimes, il a créé quelque chose d'irréparable dans le sens où les Israéliens ont de bonnes raisons de penser que s'il y a un État palestinien à côté d'eux, il recommencera. Parce que il y a chez beaucoup de Palestiniens une aspiration non pas au partage, mais à l'intégralité. Mais je ne suis pas contre ce qu'a dit. C'est-à-dire qu'il faudrait, c'est le Hamas qui est quand même en cause derrière, et puis évidemment qui sont beaucoup qui tiennent effectivement les Palestiniens. Non mais écoutez, ne soyez pas naïfs. Et Israël a dit... Non mais ce que je voulais dire, c'est que évidemment que Netanyahou a une responsabilité, d'ailleurs dans la décision d'Emmanuel Macron de larguer les conditions. Il a une responsabilité, pourquoi ? Parce que je ne rejoins pas Jean-Pierre sur l'État, je crois que ça n'arrivera pas, en tous les cas, je vous le dis, pas avant 1 ou 2 générations. Mais ce qui est sûr... État palestinien d'un côté, et puis... ça n'arrivera pas maintenant, mais bon... Les pays arabes qui reconnaissent Israël aussi, parce que c'est bien ça, sûr, en fait. Mais, en revanche, ce qui est impossible, vous ne pouvez pas avoir comme seul but de la guerre la poursuite de la guerre. Au Liban, les Israéliens se sont arrêtés très intelligemment, sans avoir absolument détruit le Hezbollah, mais en permettant une solution politique de se mettre en place. Il faut de toute façon une solution pour la gouvernance de Gaza, un machin international, ce que vous voulez, avec des Palestiniens, avec des Arabes. Donc, il va bien falloir, et cela, la responsabilité, à mon avis, énorme de Netanyahou, en dehors du fait qu'en Cisjordanie, il se passe quand même des choses pas très catholiques, si je puis dire, sa responsabilité est de n'avoir rien proposé. Si vous voulez, il ne met sur la table aucune proposition pour le jour d'après. Donc, si vous voulez, en fait, vous savez ce que Clausewitz disait, que la politique, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Bah maintenant, il faut que la guerre, il disait la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Il faut inverser la chose maintenant. Éric Revel. Non, puis il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'au-delà du symbole, donner une chance à la paix, il y a quand même un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que il ne peut pas y avoir naissance d'un État à part entière s'il n'y a pas un vote du Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité, il votera pas la création d'un État palestinien, puisque les Américains s'y opposeront, ils mettront leur veto. Donc, si vous voulez, au-delà du symbole, ok, il est fort le symbole, je ne sais pas si le discours du président de la République marquera, mais au-delà des générations, pour 1 ou 2 générations, pour imaginer, de toute façon, il faut un vote au Conseil de sécurité pour la création d'un État à part entière. Donc, on n'y est pas du tout en réalité. Bon, tiens, voilà, vous avez parlé du discours. Est-ce qu'il marquera ? Tiens, on réécoute un petit extrait. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Bon, voilà, c'était ces mots. Est-ce que ce sera historique ou pas ? Oui, ça l'est, en tout cas, pour la France, quoi, tout de même. Comme l'a dit Eric, ce sera historique, sauf si on découvre... c'est vrai que devant l'ONU, je me souviens, évidemment, tout le monde a fait s'est souvenu du discours de Villepin. À l'époque, il y avait moins une envolée, c'était plus... en dehors des paroles. Non, mais le discours de Villepin, d'abord, on était en 2003 dans une situation assez dramatique avec l'Irak, si vous voulez, et donc les Américains invoquaient ces armes de destruction massive, donc on était quand même dans un moment mondialement qui, si vous voulez, où cette prise de position avait beaucoup d'impact. Là, comme l'a dit Eric, je crois que c'est quand même beaucoup de bruit avec la bouche. Et par ailleurs, pardonnez-moi d'être un peu dur avec le président, parce que j'ai dit à quel point son discours, il n'a pas lésiné pour rassurer. Il n'a pas employé le mot génocide. Ce qui était très important, je pense. Vrai. Donc il n'a pas lésiné pour rassurer les défenseurs d'Israël. Mais, comment dire, c'est un discours qui est tellement fait pour rester dans l'histoire. C'est un discours où il s'écoute. Enfin, bon. D'accord. Allez, merci Jean-Pierre d'avoir réagi. 0826 300. Merci, mon cher Jean-Pierre. Vous continuez d'appeler pour réagir sur l'actualité. On va revenir sur l'AME. Est-ce qu'il faut revoir l'AME ou pas, l'aide médicale
médical d'État, puisque aujourd'hui il va y avoir les deux auteurs du rapport qui vont être reçus par le Premier ministre. Et puis il y a toutes ces questions autour de l'industrie et de l'Europe. Éric Revel nous en a parlé tout à l'heure, et vous verrez, nous ferons un petit parallèle avec Ousmane Dembélé, Ballon d'Or hier soir. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et vous allez voir, à 8h48, dans le grand débrief, avec Éric Revel, Elisabeth Lévy, on va aller du football à l'industrie. Bah oui, c'est toujours possible. On en parle, effectivement, passe décisive, avec Ousmane Dembélé, qui a remporté hier soir le Ballon d'Or. Ah oui, effectivement, Ousmane Dembélé, qui est devenu le 6e Ballon d'Or français, après Karim Benzema, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, et, on va voir si vous suivez, Éric Revel, Elisabeth Lévy. Benzema. Non, je l'ai déjà donné. Ah bon, vraiment. 1958. Ah, Copa. Bravo, un point pour Éric Revel. En tout cas, Ousmane Dembélé est entré, effectivement, au panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire. Quelques mois après avoir remporté la Ligue des Champions avec le PSG, il était ému hier soir, Ousmane Dembélé, notamment au moment de parler de sa mère. Dembélé. Et pour finir, je voudrais remercier ma famille, ma mère. Ils ont toujours été là pour moi. Voilà pour la petite séquence émotion. Sur le terrain, l'une des particularités d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il est capable de marquer aussi bien du pied gauche que du pied droit. Et à ce sujet, des internautes ont ressorti une petite archive. Écoutez, nous étions en 2016. À l'époque, il avait 18 ans et il jouait à Rennes. Un journaliste à ce moment-là avait du mal à s'y retrouver. Alors, droitier ou gaucher? J'ai envie de vous poser, parce que vous savez presque tout faire déjà, mais vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi du droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous ne tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. D'accord. Voilà, je sais pas si vous avez compris. En tout cas, il continue de marquer à la fois du pied gauche ou du pied droit. Ouais. Le Ballon d'Or. Ce matin, l'un de ses premiers entraîneurs que nous avons eu disait, il utilisait ses pieds comme les mains. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune difficulté, etc. Alors que souvent on est un petit peu manchot. Gauche, vous non. Moi j'en ai Merci. Non mais alors, ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est qu'évidemment il a été récompensé. C'est le PSG qui a été récompensé aussi en quelque sorte, hein, parce qu'il dit, lui, c'est le collectif et c'est pour sa saison au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ça nous amène en fait à l'autre sujet. Et c'est qui a perdu hier contre l'OM quand même. Qui a perdu. J'allais rappeler, mais Patrick m'a censuré effectivement. Non, mais ça c'est de l'anecdote. En fait, oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le PSG, c'est quand même aussi, c'est de l'argent. C'est le Qatar, en fait, derrière. Et aujourd'hui, il y a un conflit, vous le savez, entre est-ce que la mairie de Paris et le Qatar, est-ce qu'ils resteront là ou est-ce qu'ils iront ailleurs? Et notamment à Poissy. Et je le disais ce matin, c'est quand même un symbole. C'est-à-dire qu'on va aller à Poissy sur les anciennes usines Renault, probablement. On va jouer au foot plutôt que de construire des voitures, en fait, aujourd'hui. Parce le Poissy Saint-Germain, ça marche aussi. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, à Poissy, l'usine est arrêtée pendant 3 semaines parce qu'on a trop de voitures, on n'arrive plus à les vendre et certains disent, de toute manière, les jours sont comptés de l'industrie automobile. Et la scène musicale et la européenne. scène musicale, c'est sur les usines, c'est là où il y avait les usines Renault. Bah oui, c'est ça. Et Éric Revel, parce qu'on est face à une déferlante chinoise. Il y a un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, ces derniers jours dans Le Monde, qui montre que c'est le 2e choc qui arrive, effectivement, et que les Chinois ne pouvant plus vendre complètement aux États-Unis, ils se sont dit, il y a une cible toute faite. On nous laisse rentrer, c'est en Europe, quoi. Et Bruno Le Maire, d'ailleurs, à cette occasion, alors c'est pas vraiment directement pour ça, mais il tape sur la Commission européenne en disant, de manière, ils sont en train de détruire, la Commission européenne, notre industrie, ici, en Europe. Oui, alors je lisais tout à l'heure l'interview de Bruno Le Maire, ministre des Finances et de l'Économie pendant 7 ans d'Emmanuel Macron. En lisant cette interview, je suis tombé de ma chaise, je vous le dis franchement, parce que entendre Bruno Le Maire, qui est plutôt compassé, prudent, enfin qu'il était, dire qu'il n'y a que des vilains technocrates à Bruxelles qui bloquent, il dit même qu'on va louper le virage technologique du 21e siècle. Ouais. Donc il est très alarmiste, dommage, oui, qu'il n'ait pas été ministre des Finances pendant 7 ans, parce que sinon il aurait peut-être pu démissionner s'il n'était pas d'accord. Mais la façon dont il
nous décrit, moi je partage, la commission de Bruxelles, pour le connaître depuis longtemps, Bruno Le Maire, je l'avais jamais entendu dire ça, ni en off d'ailleurs, ni publiquement, je veux dire. Et là, il balance un pavé dans la mare absolument incroyable. Ouais. Mais vous avez ce rapport de la Cour des comptes quand même sur l'industrie française, il faut quand même le dire. Oui. Vous avez 13 milliards payés par les boîtes françaises d'impôts sur les sociétés. Vous avez 45 milliards payés en cotisations sociales et vous avez 13 milliards en impôts de production. En fait, c'est pas tellement les dizaines et les dizaines de milliards que les entreprises payent, mais par rapport à leurs voisins et à leurs concurrents, je parle même pas des Chinois. En fait, là, ça y est, les entreprises françaises courent avec 2, 3, 4 boulets au pied et elles arrivent même plus à sprinter. Elles arrivent même plus à tenir une course de demi-fond, en fait, en ce moment. Donc, vous avez la commission de Bruxelles qui est ultra-fédéraliste, qui préfère, je vais pas rentrer dans les détails, mais sanctionner légèrement les entreprises étrangères qui concurrencent les productions européennes. Et puis, à l'intérieur, vous avez un pays qui est la France et qui fiscalement tabasse tellement ces entreprises, moi je le dis comme je le pense, que je vois pas comment on va s'en sortir, comment on va créer de l'emploi. Et je vous parle pas de la taxe Zuckman qui viendrait chapeauter le tout, qui va effrayer les gens et indirectement même les gens qui souhaiteraient faire du business en France. La Commission d'abord est pas vraiment fédéraliste, elle est mondialiste parce qu'elle ne favorise même pas, si vous voulez, si elle était vraiment fédéraliste, elle favoriserait l'Europe. En réalité, elle n'a cessé, si vous voulez, elle n'a cessé de favoriser toutes sortes d'intérêts, mais certainement pas ceux de l'industrie. Parce que ce que vous avez dit, en fait, Éric Revel, se pose une question fondamentale. Non, mais se pose une question fondamentale quand même, Elisabeth et Éric, et puis tous les auditeurs, c'est que aujourd'hui, notre problème, on est en train de créer des taxes pour les entreprises. Notre problème, ce sont les dépenses. D'une façon générale, tous les chefs d'entreprise vous le disent. L'ensemble de nos dépenses sociales plombe notre système, quoi. Non, mais évidemment, mais de toute façon, si vous voulez, c'est clair. Vous avez les dépenses sociales représentent la moitié de notre déficit et les retraites, je pense, en gros, la moitié de ces dépenses. Si vous voulez, c'est clair, forcément, on vit plus vieux, donc, et par ailleurs, on fait moins d'enfants. Vous avez quand même, c'est bon là. On n'a pas besoin d'expliquer. C'est évident. Et puis par ailleurs, on ne veut renoncer à rien. Dès qu'on essaye de raboter sur une dépense, vous avez un défilé dans la rue en disant non, c'est plutôt les autres qu'il faut taxer. Mais moi, je suis quand même très en colère. Non, mais je suis très en colère parce que ces gens qui nous ont vendu la mondialisation heureuse, qui nous ont vendu cette ouverture à tout crin, si vous voulez, qui allait être tellement merveilleux, que l'union fait la force, etc., nous ont... Eh bien, ils ont tué l'industrie européenne. Et je me rappelle parfaitement que dans toutes ces années, tous ceux qui le disaient étaient traités de fascistes, de nationaux républicains, ce qui d'ailleurs pour moi n'est pas une insulte, mais voilà. Et donc, je suis quand même en colère. Le nucléaire, c'est pareil. Le sabotage du nucléaire. Non mais, écoutez, ça appartient à tous les Français. C'est l'investissement des Français, cette affaire. Mais Éric connaît mieux le sujet que moi. Ce qui m'inquiète, Éric, je te posais une question, c'est que j'ai quand même entendu encore pendant le Covid, pendant des discours ronflants. Si vous voulez, c'est des discours ronflants d'Emmanuel Macron sur le fait que la réindustrialisation était notre... Il s'est passé quoi, en fait ? Il s'est passé qu'on comptabilise ce qu'on appelle les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Mais souvent, les boîtes qui viennent s'installer en France, elles le font parce qu'elles perçoivent des subventions, en réalité. Et que l'environnement est tel que dès qu'elles peuvent tailler la route, elles taillent la route. Donc c'est pas de la réindustrialisation française. Ce sont des calculs d'implantation d'opportunités, souvent. Et ensuite, elles vont ailleurs. Puis attendez, on parle de ce qui s'est passé en France. Vous avez évoqué le problème, Elisabeth, et vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi le fait que des chefs d'entreprise français, dans les années 90, et je pense à l'un d'entre eux, qui s'appelle Serge Turuc, qui était le patron d'Alcatel, qui a théorisé le fait... L'industrie sans usine. Voilà. Vous vous rendez compte que dorénavant, on serait une économie de service, donc mondialisation heureuse, allez, là où il y a des salaires à bas coût, on va délocaliser tous nos centres de production. Voilà, donc il y a aussi une responsabilité des grands décideurs de l'époque. On parlait des dépenses, il y a une question justement aujourd'hui qu'on abordera peut-être dans la vérité en face tout à l'heure avec Jean-François Aquili, c'est l'AME, c'est l'aide qui permet
permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'une couverture à 100%. Grosso modo, il y a près de 500 000 personnes qui en bénéficient. Ça coûte 1 milliard. Donc il ne faut pas laisser les gens effectivement comme ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir ça avec certaines modifications du texte en fait aujourd'hui? C'est les deux auteurs vont être reçus par Sébastien Lecornu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, est-ce qu'il faut revoir ou pas cette AME? Vous aurez la parole 0826 300 300 tout à l'heure.